Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On s'intéresse aujourd'hui aux nouvelles habitudes immobilières des ultra-riches à travers le monde et on en parle avec Thibaut de Saint-Vincent, président de Barnes. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier votre classement annuel des villes préférées des ultra-riches disposant d'un patrimoine de plus de 30 millions de dollars. Et vous les appelez les UHNWI. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire Ultra High Net Worth Individuals. Donc, effectivement, c'est un classement qui a été fait aux États-Unis et on travaille avec un cabinet qui s'appelle Wealth6 qui étudie leur nombre et leur croissance. C'est une population qui n'a cessé de croître depuis 25 ans. Ils étaient 130 000 en 1998. Ils sont aujourd'hui 395 000. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette année, ils ont un comportement d'entrepreneur, de plus en plus un comportement d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'ils investissent avec un esprit d'entreprise. Ils vont investir dans cette ville-là, sur la Côte d'Azur ou à Saint-Barth, avec la volonté de faire des beaux travaux, de voir comment on peut optimiser, obtenir des permis de construire, et puis après mettre en location saisonnière, éventuellement recruter du personnel pour faire une location saisonnière très haut de gamme, partir dans un modèle presque hôtelier. S'ils acquièrent une propriété à la campagne, ils vont imaginer de faire de l'agriculture bio, de faire de l'élevage de Wagyu, quand je pense à un certain client. Donc, c'est quoi de Wagyu? Wagyu, c'est un bœuf qui vient du Japon. Donc effectivement, ils vont chercher des développements très originaux qui vont leur permettre de rentabiliser leur acquisition. Et ça, c'est un nouveau comportement. Aussi, beaucoup achètent en société. Là où autrefois, on achetait sa résidence secondaire et finalement, c'était souvent un puits sans fond. Là, maintenant, ça devient également un projet entrepreneurial. C'est plus de l'achat passif. Voilà, c'est plus de l'achat passif, exactement. Alors, c'est qui ces entrepreneurs? Des hommes, des femmes? Alors, c'est principalement des hommes. C'est une population qui est composé à plus de 85% d'hommes, mais également très très international, donc de toute nationalité, avec quand même une dominante américaine et chinoise. La France se situe autour de la 10e position. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quelles sont leurs villes de prédilection. Chaque année, Barnes publie le Barnes City Index qui représente les 50 villes internationales les plus recherchées par cette clientèle fortunée, en fonction de 3 critères. Donc, quel critère affectif? On investit dans une ville parce qu'il y a de beaux immeubles, une culture, de belles boutiques de luxe. On investit dans une ville parce qu'il y a un côté pratique. Donc, est-ce qu'il y a des bons moyens de transport, des bonnes écoles, des bonnes universités, une vie économique développée? Et enfin, pour des aspects financiers, est-ce qu'il y a un bon retour sur investissement? Est-ce qu'il y a des possibilités de plus-value? Et tout ça fait donc une sélection des villes internationales. Et cette année... Alors cette année, oui, alors là on a quel teasing, on a le cadre, quel est le palmarès des villes les plus recherchées? Alors exactement, alors cette année, donc le top 5, c'est Paris en tête. Finalement, Paris sort très bien son épingle du jeu, alors que d'autres villes européennes comme Londres ont du mal à remonter à la surface après toutes ces crises que Londres a vécues et le Brexit. Et puis d'autres villes européennes, mais qui sont évidemment moins internationales que Paris, comme Madrid. Donc Paris en tête, numéro 2 Miami, numéro 3 New York, qui remonte aussi dans le palmarès après en être sorti pendant un certain temps dans le top 5, numéro 4 Austin et numéro 5 Dubaï. Alors on va en parler en détail. Paris, pourquoi Paris? C'est l'effet Emily in Paris? Alors voilà, c'est sans doute ça. C'est vrai que Paris reste la ville, après Londres en Europe, Paris reste une ville très internationale, avec certains quartiers comme le Marais, le 6e, le 7e, ou même une partie du 8e et du 16e qui attirent fortement la clientèle internationale. Donc on est, nous, en moyenne à Paris, on fait un peu plus de 20% de nos ventes à une clientèle internationale et dans certains quartiers parfois jusqu'à 50%. Donc ça, c'est une réalité et c'est une clientèle internationale très diversifiée. C'est ce qui fait la force de Paris. Il y a beaucoup d'Européens, évidemment, qui achètent à Paris, des Italiens, des Britanniques, des Allemands, mais il y a également toute une clientèle d'Europe du Nord. Et puis, il y a
le Moyen-Orient qui a toujours été très présent, mais le Moyen-Orient même élargi avec des Israéliens, avec des Libanais qui sont tout à fait importants, les Américains qui sont revenus depuis maintenant plus de 2 ans et qui reviennent en force avec l'effet dollar, les Sud-Américains qui sont présents, et puis une petite clientèle asiatique, alors un peu moins présente en ce moment, mais qui a fait partie des acquéreurs un certain temps. Ensuite, Miami. Alors ensuite Miami, ça a été une ville qui a explosé avec la crise sanitaire. Donc beaucoup de clients sont arrivés de New York et puis du Nord en général, de Boston, et se sont installés au départ pour 3 à 6 mois à Miami, et beaucoup d'entre eux sont finalement restés en réalisant qu'il y avait une vraie qualité de vie, qu'il y avait une activité économique fortement développée et avec des prix finalement qui étaient inférieurs de la moitié finalement à New York. Donc Miami comme Austin aux États-Unis sont des villes qui sont finalement un peu ce qu'on peut appeler des villes du futur, avec une population très jeune, vous parliez de la tech, une jeunesse qui bouge, qui a envie d'aller de l'avant, qui a beaucoup de projets, et c'est ce qui fait le dynamisme de la ville, et on sent que globalement il y a un bel avenir pour Miami, Austin, et dans le même ordre d'idées pour Dubaï. Dubaï qui arrive à la 5e place et qui est un peu la ville du futur par excellence, avec une 95% de la ville qui est composée d'expatriés. Donc ça aussi c'est une vraie réalité qui fait que cette ville va de l'avant. Est-ce que vous observez des changements dans la demande de cette clientèle fortunée ? Il y a une vraie demande pour les appartements ou les biens immobiliers clés en main. Donc aujourd'hui, un bien clé en main, luxueusement rénové avec tous les services, va effectivement se vendre très cher. On atteint là dans les beaux quartiers des prix qui vont être entre 25 000 euros et 40 000 euros du mètre carré, avec parfois des dépassements pour des biens clés en main. Ça, c'est sûr, c'est la recherche. Votre classement, il y a un focus aussi sur les résidences secondaires à la mer ou à la montagne. Oui. Absolument. Donc, on fait également le top 5 des destinations au bord de mer et le top 5 des destinations de montagne. Donc, pour le bord de mer, vous avez cette année Saint-Barth qui est en tête, avec Saint-Barth qui fait maintenant partie de ces lieux incontournables pour les ultra-riches comme Aspen, comme les Hamptons, Palm Beach, où là, vraiment, on sent qu'il y a un droit d'entrée, un prix d'entrée qui est assez élevé. La première maison avec vue mer à Saint-Barth va être à partir de 5 millions d'euros. Et là aussi, le service qui revient toujours en tête avec les meilleurs restaurants, les meilleurs hôtels, les meilleurs services de conciergerie à Saint-Barth. Donc voilà, au-delà de Saint-Barth, la Côte d'Azur figure toujours dans le top 5, les Hamptons, Costa Rica arrive dans ce palmarès parce qu'on sent que c'est une destination prisée également par notre clientèle. Et à la montagne ? Et alors à la montagne, nous avons cette année Whistler Whitcomb qui est au Canada, qui est en tête du palmarès, mais traditionnellement toujours figure dans ce palmarès des top 5 les Alpes françaises et les Alpes suisses, qui sont un incontournable, avec des destinations comme Megève, Courchevel, Méribel, et en Suisse Verbier, Cran, Eichstätt, qui ont eu le vent particulièrement en poupe avec ces crises à répétition, puisque beaucoup de nos clients s'y sont installés en résidence semi-principale ou semi-secondaire, c'est-à-dire plus de 6 mois par an. Et ça, c'est une vraie réalité aussi, voilà, de la montagne qui définitivement est devenue une valeur refuge. Ce marché du très haut de gamme, il est très déconnecté du bien standard. Oui, alors c'est vrai qu'on entend aujourd'hui que l'immobilier commence à souffrir. Nous, on est un petit peu à part. Alors c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelques tensions. Nous, on a eu, même dans notre secteur, des rétractations pour refus de prêt qu'on n'avait pas autrefois, à Paris notamment, ou sur la Côte d'Azur, avec ce phénomène du taux d'usure, où effectivement les banques refusent de délivrer des prêts si on dépasse le taux d'usure. Et on a quelques clients qui finalement ont renoncé à acquérir. Donc aujourd'hui, on a quand même 5% de rétractation après signature de promesse, là où on était plutôt à 0,5% les années passées. Donc ça, c'est un nouveau phénomène. Les stocks aussi augmentent, alors pas forcément sur la Côte d'Azur et sur les destinations de bord de mer de montagne,
Mais effectivement, à Paris et dans les grandes villes, les stocks augmentent de l'ordre de 25%. Qu'est-ce qui va se passer sur les prix du coup ? Alors, du coup, on peut penser qu'effectivement, 2023 devrait être un palier. Je pense qu'il n'y aura pas de forte chute. Il peut y avoir un palier entre moins 5 et plus 5% pour un petit peu respirer après 7 années de hausse, puisque nous avons monté de 2015 à 2022. Donc, stabilisation à la baisse des prix du luxe parisien pour 2023. Voilà. C'est notre prévision, mais maintenant, on ne sait jamais. Dernière question, Thibaut de Saint-Vincent. Vous travaillez en étroite collaboration avec Varenne depuis quelques mois. Ça consiste en quoi, ce rapprochement ? Alors, Varenne avait un rapprochement avec d'autres agences dans un programme qui s'appelait Unio. On s'est rapproché d'eux pour se renforcer sur la rive gauche, parce qu'on avait besoin d'être là aussi l'acteur numéro 1. Et ce rapprochement avec Varenne nous permet effectivement d'être le premier acteur incontesté de la rive gauche également, là où nous sommes le premier acteur sur tout Paris. Donc on pense que c'est un vrai plus pour nos clients, c'est-à-dire que chaque entité gardera évidemment son identité et sa manière de travailler qui plaît à ses clients depuis toujours, parce que Varenne c'est très familial, Barnes l'est également, mais de manière un peu plus importante. Et donc l'idée c'est effectivement de pouvoir offrir aux clients de Varenne et aux clients de Barnes un plus grand panel de biens à la vente, et donc de pouvoir grâce à ça, être plus exhaustif et mieux les accompagner. Bon, alors une dernière question. Le taux de mandat exclusif chez vous, il s'élève à combien ? Alors, il s'élève à 30%, et c'est vrai qu'il a tendance à monter parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de propriétaires réalisent que pour qu'un bien ne soit pas galvaudé, pour qu'un bien soit présenté vraiment dans les meilleures conditions, une exclusivité c'est mieux, parce que ça permet de ne pas partir tout azimut et n'importe comment sur la vente d'un bien. Lorsqu'il y a plusieurs agences, il peut y avoir plusieurs manières de présenter le bien, il peut y avoir plusieurs prix parfois. Donc c'est mauvais pour le bien, parce que effectivement un vrai client sérieux et motivé va aller dans plusieurs agences, et s'il voit à chaque fois le même bien, il va y avoir un côté psychologique qui va faire qu'il va finalement s'en méfier. Et c'est pour ça aussi, du coup, que vous privilégiez le off-market ? Alors, il y a également à peu près 30% également de nos biens qui sont en off-market, c'est-à-dire que l'on ne va pas communiquer dessus, on va communiquer en one-to-one, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de clients de manière individuelle, mais il n'y aura pas de publicité, et ça c'est également quelque chose qu'on privilégie pour des biens vraiment de grande qualité, pour éviter là aussi de les galvauder, et très souvent ils se vendent assez rapidement dans ce contexte-là. Merci beaucoup Thibaut de Saint-Vincent, président de Barnes. Merci beaucoup. Mon podcast IMO.